Et pour évoquer cette question, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sam Abdelfattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à l'occasion de cette réunion méditerranéenne, comment évaluez-vous la position des pays méditerranéens, y compris l'Espagne? Vous parlez certainement de la position des pays méditerranéens. Tout à fait. Des Méditerranéens, c'est vis-à-vis de la crise de Gaza, Bien généralement, c'est pas la crise palestinienne. Exactement. Eh bien, oui. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, lors de la rencontre entre le président et aussi le Premier ministre belge et également le Premier ministre espagnol, on a vu certainement l'attitude de l'Espagne et de la Belgique, généralement. C'est une attitude claire, c'est-à-dire il faut arrêter complètement les bombardements contre Gaza et aussi il faut sauver les civils, laisser passer toute l'assistance alimentaire et sanitaire et tout. En ce qui concerne les pays méditerranéens, généralement, certainement, à part la Réunion, en fait, à laquelle vous faites référence, pour vous dire quand même que nous avons un problème. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut constater un changement d'attitude. Au début, à titre d'exemple, les pays méditerranéens, tels que par exemple la France et l'Italie, soutenaient en fait les agressions israéliennes contre les Palestiniens, c'est-à-dire sous prétexte qu'il s'agit de la défense légitime. Or maintenant, lorsqu'on a vu certainement l'ampleur des dégâts et aussi le nombre de victimes, ils ont commencé à changer leur attitude. La France, à titre d'exemple, le Liban a lancé autrefois, elle a dit, peut-être trêve un jour ou 2 jours, maintenant on change dans le discours, le terme, on parle de cesser le feu. Au début, certainement, ça a été complètement rejeté. On voit par exemple ici la France s'opposer, à titre d'exemple, à une trêve, c'est-à-dire opposer un veto aussi contre la trêve à Gaza, proposé, je pense, par le Brésil ou d'autres pays. Et maintenant, c'est qu'on est pour la trêve. Là, on peut toujours constater un changement de l'opinion internationale, notamment l'opinion européenne, vis-à-vis du problème palestinien. Parce on commence à reprendre aussi le même discours sur la nécessité de tenir la solution à 2 États. La question, tous les pays peut-être méditerranéens actuellement soutiennent également cette solution. Mais la question qui se pose, est-ce que cette solution reste toujours concevable? Concevable pourquoi? Parce que est-ce qu'Israël est toujours disposé, par exemple, à accepter cette solution? Mais là, admettons par exemple qu'on va soutenir l'idée de 2 États. Alors ici, nous avons 2 États complètement séparés ou 2 parties séparées. Vous avez par exemple Gaza à l'ouest et vous avez aussi Cisjordanie à l'est. Alors comment peut-on ici instaurer un État ici? Et puis, qui va se prendre le pouvoir? Qui va se charger vraiment de la direction ou bien de diriger l'État palestinien? Enfin, l'autorité palestinienne, c'est fini. C'est-à-dire, elle a perdu toute étoile. C'est-à-dire que tous les Palestiniens maintenant s'opposent en fait à l'autorité palestinienne. Il semble qu'elle a perdu toute légitimité. Et puis maintenant, Hamas également. Hamas est accusé d'être terroriste. Or, certainement, c'est discutable, mais Hamas, actuellement, est soutenu par la population palestinienne, même en Cisjordanie. Pourquoi? Parce que Hamas, aux yeux des Palestiniens, c'est une branche de la résistance. Et c'est vrai, c'est une résistance. Or, que les Occidentaux, par exemple, ici, le baptisent de terroristes ou non de terroristes, ça ne veut rien dire. Mais Hamas a vraiment acquis une grande popularité. Sa popularité, vraiment, a beaucoup augmenté. Et qui maintenant va se charger en fait du pouvoir dans l'État palestinien? Enfin, le choix peut-être tombe sur Barghouti, qui est toujours prisonnier. Est-ce qu'Israël est prêt toujours à le libérer? Alors que s'il faisait partie en fait de Fatah, Barghouti, il était pour la solution à 2 États. Mais vous savez que ici les Israéliens abhorrent complètement Barghouti. Ça c'est le problème. Oui, si jamais, mais enfin, il y a l'idée de la création de 2 États, ou bien de la solution de 2 États, et même le président américain a évoqué cette idée. Alors, est-ce que ce n'est pas quand même un pas en avant?
C'est un pas, oui, c'est un pas en ce sens que maintenant, le dossier palestinien était complètement délaissé à un moment donné au profit du dossier ukrainien. C'est-à-dire, tout le monde presque ne voulait pas parler de Palestine, c'est fini. Et c'était sous la pression du lobby israélien, ça c'est clair. Et maintenant, non. C'est-à-dire que ici, le dossier est à la tête, en fait, des occupations de l'opinion internationale. C'est-à-dire, tous les bulletins d'information commencent maintenant par le dossier des Palestiniens. Oui, c'est le moment. À quel point, ici, Biden va-t-il exercer une pression sur Israël pour qu'elle accepte cette solution? Il faut noter que l'extrême droite refuse d'en parler. C'est-à-dire que c'est un problème pour eux. Ils veulent justement que Palestine, la terre de Palestine, appartient en entier aux Israéliens. Est-ce que la solution à deux États c'est-à-dire il est complètement concevable pour tout le monde? Est-ce que Israël va simplement accepter, va consentir? Moi j'en doute. Avec le gouvernement de Netanyahou, j'en doute fort. Il faut commencer d'abord par éradiquer complètement l'extrême droite, ce qui n'est pas facile du tout. C'est-à-dire, je suis certain que le gouvernement de l'extrême droite sera remplacé par un autre, gouvernement extrémiste. Parce que si le parti travailliste, en fait, n'a pas d'espoir, si on dit le pourcentage, en fait, des partisans de ce parti en Israël reste quand même minime, c'est-à-dire fragile, modeste. Alors que l'extrême droite, c'est toujours qui gagne le terrain populaire et qui a une popularité. C'est vrai, on veut se débarrasser de Netanyahou, mais pour le remplacer d'un autre extrémiste de droite. Et ça, c'est le problème. Et la droite, généralement, n'accepte pas cette solution. Vous savez, parce qu'ils n'acceptent pas l'idée, en fait, qu'il y ait un État palestinien. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur. Israël, c'est un pays colonisateur. Enfin, je préfère dire entité, pas un pays. C'est une entité internationale colonisatrice qui colonise une terre. Et ça, vraiment, cause aux Israéliens un complexe. Même les laïcs, les Israéliens laïcs, en fait, savent en eux-mêmes que la solution à deux États, même s'ils prétendent vraiment l'accepter, eux, ils savent très bien que c'est très difficile que les Palestiniens acceptent ça. Et les Palestiniens maintenant demandent en fait la solution deux États. Pourquoi? Parce que pour arrêter les hostilités de guerre, parce qu'ils en sont la victime. Et ça, c'est un problème. Oui. La solution à deux États doit quand même, actuellement, on doit vraiment concevoir deux États, oui, mais un État palestinien. Comment les frontières de cet État seront-elles tracées? Ça, c'est la question. Très, très bonne question. C'est vrai. Bon, il y a, comme vous venez de dire, il y a un changement d'avis, d'opinion de la part de quelques pays, même occidentaux, européens. Il y a d'autres pays d'Amérique latine, l'Afrique du Sud, qui ont rappelé leur ambassadeur d'Israël. Alors, est-ce que ça pourrait faire une pression sur Israël pour arriver à un cessez-le-feu ou bien pour prolonger la trêve? Jamais, en fait, ces mesures internationales, par exemple, boycotter, s'opposer, par exemple, ou bien jamais ce genre de solution, en fait, a eu une pression véritable sur Israël. Enfin, partiellement, oui, mais est-ce que ça va dissuader Israël? Ça va, par exemple, lui faire changer d'avis? Vous savez qu'Israël, en fait, dépend entièrement des États-Unis. Et puis après, les États-Unis, ont des relations avec tout le monde. Vous savez qu'Israël, c'est les États-Unis. Et c'est pareil. Vous savez très bien. Et vous savez, il faut se rappeler vraiment les propos de Netanyahou adressés aussi à Guterres. C'est-à-dire Guterres, lorsqu'il a critiqué, en fait, la situation, en fait, l'attitude des Israéliens contre les Palestiniens et le bombardement de Gaza, regardez comment la réplique de Netanyahou, c'est-à-dire lui critiquait avec virulence, en fait, Guterres. Et puis après, il a refusé complètement de se plier
à ce discours ou bien aux instructions internationales. Ils sont fous du droit international et du tribunal pénal international. Ce sont les Israéliens. Les Israéliens toujours sont liés aux États-Unis. Ça, c'est très important. Et bon, est-ce qu'Israël vraiment a besoin vraiment d'avoir des relations avec, par exemple, les pays du monde? Non, c'est un pays rebelle. C'est un pays, en fait, qui sait très bien aussi s'imposer aux Européens, surtout, les pays occidentaux. Israël, enfin, tient les rouages des pouvoirs et la prise de position dans les pays occidentaux. Et ça, c'est vraiment les Européens, en général, ont peur d'Israël. Ils ont une certaine limite quand ils attaquent Israël. Regardez les émissions, par exemple, télévisées sur France 24 ou bien TV5, lorsqu'il y a un programme de talk-show. Là, c'est vrai qu'il y a maintenant des Français qui critiquent Israël, mais ils ont une limite, un plafond. Et ils continuent à utiliser le mot terroriste, et puis après, la caméra est centrée sur la marche juive antisémite. Savez-vous que la majorité des Israéliens ne sont pas d'origine sémite? Ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez que Netanyahou a une origine sémite? Il est loin de l'être. Ça, c'est vraiment... Mais non, ça, c'est une manipulation. Et les Israéliens savent manipuler l'Europe entière, tout entière. Quelquefois par une loi. Oui, antisémite, je ne sais quoi. C'est ça. Ça, c'est le problème. Mais en général, Israël maintient de bonnes relations avec beaucoup de pays du monde pour ses intérêts. C'est-à-dire il y a des échanges commerciaux avec la plupart des pays, si on parle des pays européens ou bien de partout, si vous voulez, de l'Asie, etc. Alors, mais cette position pourrait envenimer à ces relations commerciales ou bien économiques. Mais je vais vous dire... Savez-vous, par exemple, qu'Israël a découvert beaucoup de gisements de gaz naturel et maintenant elle a beaucoup de projets dans lesquels, des entreprises africaines, des entreprises arabes, des entreprises sont impliquées. Savez-vous ça? C'est-à-dire que ici, c'est ce qui régit en fait les rapports, ça c'est l'économie. Sur le plan politique, justement, vous pouvez peut-être couper vos relations avec Israël. Vous pouvez, par exemple, avoir une attitude critique contre Israël. Mais si vous avez des hommes d'affaires, par exemple, qui sont liés à Israël dans les affaires, dans des affaires économiques, là, ici, ils ont des investissements. Ils ont leur fonds, en fait, à investir dans les projets israéliens partout dans le monde. Et alors, qu'est-ce que vous... Regardez, par exemple, Elon Musk, à titre d'exemple. Et lui, il a décidé justement d'établir des communications à Gaza, parce que Gaza maintenant est privé complètement de communication. Regardez la réaction. Là maintenant, les entreprises de Coca-Cola, les entreprises alimentaires ont boycotté justement les communications d'Elon Musk. Vous voyez? Alors la question ici, c'est que je pense, à mon avis, c'est le bâton magique. Ici, ça c'est l'économie. C'est l'économie et n'est pas la politique. Oui, exactement. Là, on a commencé la trêve il y a 3 jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la trêve. À votre avis, est-ce qu'il y aura un prolongement pour cette trêve et pourquoi? Il sera de trêve parce que jusqu'à maintenant, étant donné qu'on a commencé à libérer aussi des otages, et maintenant Netanyahou, il est en position difficile parce qu'il ne peut pas juste reprendre ou bien poursuivre en fait les agressions contre Gaza. Pourquoi? Parce qu'il reste beaucoup d'otages. Moi, je l'ai déjà dit en fait. Il n'est pas facile en fait d'arrêter la trêve parce qu'il reste des otages en vie et qu'il a un grand intérêt à sauver les otages israéliens. Il a un très grand intérêt. Savez-vous aussi que c'est Israël qui a demandé en fait de prolonger la trêve? Elle a demandé de prolonger les trêves. Et ça, c'est la question qui se pose. Pourquoi? Parce qu'ils veulent justement libérer les otages. Et puis l'opinion publique israélienne exerce une pression sur Netanyahou, sur le gouvernement. Il est très difficile en fait qu'il aille à l'encontre de cette opinion maintenant. Parce qu'on a vu en fait quelques otages libérés. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, docteur Sam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Vous avez traité ou bien expliqué la situation
politiquement et économiquement d'Israël aujourd'hui, qui quand même confronte beaucoup de critiques de la part de pays du monde, même des pays européens, à cause des hostilités contre les habitants et la bande de Gaza. On reste toujours avec Gaza, mais cette fois-ci, la médiation de l'Égypte dans la trêve entre Israël et le Hamas est notamment une question humanitaire. Le Caire a joué un rôle prépondérant dans les négociations pour la pause humanitaire de 4 jours entre Israël et le Hamas. Sa médiation est qualifiée d'historique. La médiation de l'Égypte dans la trêve entre Israël et le Hamas est qualifiée d'historique. Cette manière de s'afficher comme incontournable aux yeux de la communauté internationale du monde arabo-musulman est une question de solidarité avec les civils palestiniens. Dans le sud de la bande de Gaza, les rues de Khan Younis se sont remplies de familles excitées de pouvoir se déplacer librement sans la menace de bombardement. De nouvelles libérations d'otages aux mains du Hamas et de prisonniers palestiniens détenus en Israël sont attendues ce lundi, au 4e et dernier jour de trêve dans la bande de Gaza, qui pourrait être prolongée. Cette trêve, qui s'achèvera mardi à 5h GMT, a aussi permis l'entrée de certaines de camions chargés d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par 7 semaines de bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante lancée par le Hamas le 7 octobre. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hamas a affirmé chercher à prolonger la trêve au-delà de ces 4 jours. L'accord de la trêve, entré en vigueur vendredi, prévoit 4 jours de trêve. L'entrée d'aide humanitaire à Gaza depuis l'Égypte ainsi que la libération de 50 otages et de 150 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Une disposition de l'accord permet sa reconduction pour libérer quotidiennement une dizaine d'otages entre les mains du Hamas en échange de la libération d'une trentaine de prisonniers palestiniens. Depuis vendredi, 39 otages israéliens ont été libérés dans le cadre de l'accord, ainsi que 117 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, selon un ratio d'un otage pour 3 prisonniers. En outre, 19 otages ont été libérés hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient en Israël. On parle toujours de la trêve entre Israël et les Palestiniens. Si la trêve a offert un répit aux habitants de la bande de Gaza, la situation humanitaire sur place reste dangereuse et les besoins sont sans précédent, a déclaré l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. L'Égypte, de son côté, poursuit ses efforts pour acheminer l'aide humanitaire à la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah. Déjà soumis à un blocus israélien terrestre, maritime et aérien depuis 2007, le petit territoire surpeuplé a été placé le 9 octobre en état de siège total par Israël, qui a provoqué de graves pénuries d'eau, de nourriture, de carburant, de médicaments et d'électricité. Depuis vendredi, plusieurs centaines de camions chargés d'aide ont pu entrer dans la bande de Gaza via le poste frontière de Rafah avec l'Égypte et une partie d'entre eux a gagné le nord. L'armée israélienne, qui considère le tiers nord de la bande de Gaza comme une zone de guerre abritant le cœur de l'infrastructure du Hamas, avait déjà ordonné à la population de partir et a interdit à quiconque d'y revenir pendant la trêve. Malgré l'avertissement, des milliers d'habitants de Gaza déplacés ont profité de la pause dans les combats pour tenter de rentrer chez eux. Certains ont regagné la ville de Gaza, transformée en champ de ruines, parcourant les rues poussiéreuses entre les amas de gravats, tandis que d'autres ont profité de ces quelques jours de répit pour quitter le nord à pied. Plus de la moitié des logements du territoire ont été endommagés ou détruits par la guerre selon l'ONU et 1,7 million de personnes ont été déplacées sur 2,4 millions d'habitants. La partie palestinienne a reçu vendredi 2468 tonnes de médicaments et de fournitures médicales, 8440 tonnes de nourriture, 658 tonnes de carburant et 6345 tonnes d'eau, en plus d'autres matériels de secours, outre 80 tentes et bâches,
18 ambulances et 1849 camions. L'Égypte a accueilli environ 236 blessés et 273 de leurs accompagnateurs, ainsi que 8514 ressortissants étrangers et 1256 Égyptiens. La trêve humanitaire temporaire a été conclue dans la bande de Gaza grâce à une médiation égypto-qatari et sous le parrainage des États-Unis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a de son côté adressé ses sincères remerciements à son Altesse le prince Tamim Ben Hamed, émir de l'État frère du Qatar, pour ses efforts qui ont été intégrés aux efforts égyptiens pour achever la trêve humanitaire dans la bande de Gaza et faire réussir l'échange de prisonniers et des détenus, souhaitant une coopération plus étroite pour établir la paix globale et équitable dans la région.